Merci d'accueillir Michael. J'avais peur avant de venir. Ah, non, j'étais très content de venir à Aix-en-Provence parce qu'on m'avait dit c'est complet depuis une semaine. Alors j'étais content. Marseille, c'était pas comme ça, hein. Ils ont été complets tout à l'heure, là, mais pendant une semaine, j'ai tremblé. Aix-en-Provence, j'étais rassuré. Ça va, là, il va y avoir du monde dans la salle. C'est un projet que tu portes depuis très longtemps, en fait, bien avant tes derniers longs métrages. Qu'est-ce qui explique ce long délai, en fait? Oh, parce qu'il était quand même compliqué à trouver. Il fallait pas qu'il. Enfin, je voulais qu'il soit très rythmé le film et qu'il soit structuré d'une manière qu'on puisse pas l'identifier tout de suite, quoi. J'aime bien l'idée qu'il soit un peu bizarre le film. Enfin, pas bizarre d'ailleurs, mais qu'il hésite d'un registre, qu'il passe d'un registre à un autre et tout ça. Donc ça, c'était pas facile. Toute la dernière partie, par exemple, on l'a trouvée très tardivement parce que j'étais pas assez satisfait, qu'il fallait réinventer le genre du film de braquage et il fallait lui trouver une alliance avec la comédie romantique et sentimentale et que c'était pas si facile à faire. Le film est dédié à ta mère. Tu peux nous expliquer en fait, ce personnage est très proche de ta mère? Non, il est pas proche. Non, il est grand. Non, mais il est pas proche de ma mère. Non, j'ai ma mère qui a travaillé quand j'étais petit en prison, quand j'avais 8-10 ans. Donc voilà, elle allait en prison le matin, elle revenait le soir, et je la voyais qui portait à bout de bras des projets très difficiles à monter, parce que c'était pas que des ateliers théâtre, c'était aussi des spectacles qu'elle mettait en scène. Elle avait besoin de budget, tout le monde s'en foutait d'aller donner du budget pour faire des spectacles. Donc c'était c'était un métier qu'elle faisait d'arrache-pied, quoi. Je sais pas, donc moi je la regardais en me disant, bon, ma mère en prison le matin, faire des trucs un peu fous. Et donc après, souvent à la maison, oui, il y avait des gens qui sortaient de prison qui venaient manger. Donc je me suis inspiré de cet univers-là qui, quand j'étais petit, probablement, eux s'amusaient à me romancer leur histoire ou leur manière de faire, de se comporter en société, leur code, du milieu, ou je sais pas. C'est là-dessus dont je me suis basé sur ça. Je vous laisse vite la parole, je suis sûr qu'il y a plein de... Oui, là-haut. On est à vous juste après. Merci monsieur, c'est un film génial et si je pouvais me permettre un truc, c'est de dire que ça pourrait s'appeler l'absolue perfection du crime si le titre n'avait pas été pris par votre scénariste, qui est un des plus grands romanciers français, je tiens à le dire. Tanguy Viel, celle qu'on appelle cinéma. Je les ai tous lus, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et ce qui est formidable, c'est que vous arrivez par votre façon de filmer à être dans son écriture. Parce que l'écriture de Tanguy Viel, c'est on s'intéresse à ce que pensent les gens. C'est pas tellement que ce qu'ils font, mais ce qu'ils pensent. Et on est dans leur tête tout le temps. Et il y a vos gros plans à chaque fois, avec des silences, et où on est justement dans ce qu'ils ressentent. Il y a plein d'images qui sont absolument fantastiques. Et moi, la question que je me pose, c'est comment votre univers et le sien sont arrivés à s'imbriquer comme ça. Et puis, il y a la musique extraordinaire, qui est de Grégoire Hetzel, qui est aussi un romancier. Voilà. Oui, il écrit aussi. Là, vous connaissez bien les trucs, là, quand même. Voilà. Et les acteurs, bien sûr, sont forts. Et puis, on a des petits bouts de tous les livres de Tanguy Viel qui reviennent un peu, l'article 353 du Code pénal, etc. Alors, justement, comment votre univers... Et je l'ai posé, ma question. Comment votre univers... Vous avez raison, engueulez-le. Il l'a posé, moi je l'ai compris, sa question. Comment Tanguy et moi, on a travaillé, en gros. Voilà. Oui, mais comment votre univers est le sien? Tanguy, au début, je me suis dit, j'ai procédé par des trucs très simples. J'ai dit, bon, je veux faire un polar. Il faut que je fasse un polar et tout ça. Je me dis, premier couac, polar, ça fait tout de suite Michael Mann et tout ça. Je dis, comment je vais faire un truc français?
qui n'a pas l'air de singer les Américains. Enfin, qui ne fait pas genre, on pourrait faire comme les Américains. Tout à coup, j'ai pensé à Tanguy, parce que j'avais lu ses romans et que j'aimais beaucoup, et que Tanguy utilise la forme du roman policier comme un genre un peu pas noble, et qui lui permet ensuite de développer des personnages qui sont plus nobles. C'est ces personnages que j'aimais beaucoup. Et donc on s'est appelé, il n'avait jamais écrit de scénario, donc tout de suite il m'a dit moi je sais pas si je sais le faire et tout. Je dis c'est pas grave, c'est super bien d'être amateur, je suis un amateur, on commence à travailler ensemble. Mais en fait il n'y a pas que Tanguy, parce qu'il y a aussi Naïla Guiguet, qui est que scénariste du film et qui a beaucoup fait avec moi le scénario, et avec Tanguy. Mais à un moment donné, Tanguy, si vous voulez tous avoir la vérité, il en avait marre. Il dit j'en peux plus, à chaque fois qu'on fabrique une histoire, 2 mois plus tard tu la balayes et on la refait. Je dis oui parce que Tanguy c'est pas un roman, c'est pas l'objet que je cherche. Le scénario c'est pas comme le roman, je le cherche pas fini, je m'en fous en fait. Il faut que donc, au bout d'un moment donné, mais ça doit être 3 ans, il a été très endurant quand même. À un moment donné il a dit j'en peux plus, là, je sais plus là, à chaque fois tu changes tout ça. Donc j'ai fait venir Naïla qui est une scénariste qui était une jeune scénariste mais qui commence à plus l'être, enfin elle a 30 ans mais elle au sens, non pas au terme de l'âge mais de l'expérience. Et comment ça s'est mélangé, je sais pas très bien, ça on pourrait pas, c'est que je lui ai donné à haute voix l'histoire, moi, que je me racontais, et puis petit à petit, on essaie d'inventer. Et c'est aussi artisanal qu'on est là, en train de discuter à 3, et je dis, mais non, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, j'y crois pas. Et puis lui qui me disait, oui, non, c'est pas possible, c'est nul. Ah si, tiens, si quelqu'un a une idée, paf. Et en fait, tout est assez empirique, les choses viennent pas d'un coup. Le caviar, par exemple, c'est pas venu d'un coup. Le fait qu'il fallait ça, c'est des trucs aussi. Je vous raconte ce que c'est que quand on écrit un scénario, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles mathématiques, mais c'est un jour, je disais, Tanguy, c'est pas possible, il faut qu'on trouve ce qu'ils vont voler. Je dis, quel va être le butin? On va pas faire de l'argent, il n'y en a plus dans les banques. On va pas faire des vols de tableaux, on a déjà vu dans Ocean 12, on a l'impression de répéter un truc, c'est pas possible. Les iPhones, Tanguy, vraiment Tanguy, tu m'envoies des iPhones. Putain, les mecs, ils ont tous acheté un iPhone, on va avoir des trucs blancs, là, des espèces de caisses blanches avec la petite pomme croquée. Merci bien, j'ai pas envie, merci. On cherche, on trouve pas. Un jour, je suis en Corse. Et j'étais à table et je discute. Et en Corse, c'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait quelque chose d'illégal. Je dis, je cherche un coup à faire. Pour un film, j'annonce la couleur, je dis pas, je fais un photo. Et là, un type me dit, ouh, je connais. Il y a quelqu'un, formidable. Il y a 12 ans, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris le camion avec le caviar. Je dis, oh, le caviar, putain, la vache. J'étais dans un endroit dans la montagne où je captais pas. J'appelle Tanguy. Tanguy, tu m'entends? Je dis, le caviar. Et comme on avait déjà trouvé l'aquarium, parce que l'aquarium, c'était l'idée de Tanguy, par exemple. Il m'avait dit, ce serait bien qu'il travaille dans un aquarium. Et c'est peut-être même lui l'idée des axolotes. Je crois que c'est lui. Comme il y avait la nouvelle de Cortázar qu'il animait, il y a Cortázar qui a écrit toute une petite nouvelle sur les axolotes. Tout d'un coup, paf, ça mixait, le caviar. Et après, qu'est-ce qu'on s'est dit? Bingo, on les met dans les pingouins, quoi. On les met, on les met quand il faut les mettre. On les met dans... Mais c'est quasi... En fait, c'était presque... Je vais vous dire, les personnages... Moi, je voulais jamais sacrifier... Parce que grossièrement, je pourrais dire l'humanité des personnages, ou en tout cas le tragique des personnages. Je voulais qu'ils soient très attachants, les personnages, au sens où je les comprenais, quoi, qu'il fallait qu'ils soient très dessinés, très définis. Et après, on pouvait tout à fait se permettre d'être rocambolesque. Vous voyez, d'être très aventureux, extraordinaire, au sens où ça sort de l'ordinaire. Des fois, c'est même... De temps en temps, vous étiez là, je sais ce que vous avez pensé, vous avez dit... C'est vraiment crédible, ça, je sais pas, mais j'ai envie d'y croire. Vous aviez envie d'y croire, vous dites, c'est sympa, il y avait un truc de... Donc ça pouvait être rocambolesque tout le temps, mais par contre, sur les personnages et les liens qui les unissent, ça fallait rester tragique. Il fallait rester très très premier degré. Je pouvais me permettre de l'ironie sur le déroulement de l'histoire, tout en essayant de garder une sorte de crédibilité narrative. Pas vis-à-vis de l'existence, mais que ça soit accepté par vous. Mais ça, on était à 3 quoi, pour le faire, on avait des... C'est bien, ça vous a plu, c'est vrai? Ah, génial. Vous avez bien rigolé ou pas? Ça me fait très plaisir. Bonsoir, déjà bravo pour le film. Et juste, j'avais une question. Vous prenez plus de plaisir quand vous faites un film en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur? Ça dépend.
En vrai, je crois que je prends plus de plaisir, parce que c'est plus difficile, enfin pas plus difficile, mais c'est plus de complications, et donc ça me mobilise plus mon imaginaire quand je mets en scène un film. Mais en vrai, quand là j'ai joué, par exemple, j'ai fait Louis XIII, dans un film sur les 3 mousquetaires, j'ai rigolé comme un fou. Mais j'ai plus de plaisir parce que je communique plus avec les gens sur un plateau. Quand t'es acteur, t'es en rapport avec les acteurs, et puis les autres qui sont l'équipe technique, celui qui fait le son, celui qui fait la lumière, t'as un bon rapport avec eux, mais t'as pas un espèce. Alors que quand tu mets en scène un film, enfin moi, avec l'équipe, je forme vraiment un groupe, tu vois, puis ça fait comme une espèce de petite société, une petite ville, un petit village avec des gens. Un village, non, mais c'est une petite société quand même. Ça, je trouve ça, et voilà. Et comment est-ce qu'on raconte une histoire, d'essayer, parce que moi je me considère comme un acteur narrateur et pas comme un poète, au sens où je me dis, comment je vais faire pour pas vous ennuyer. J'essaye de vous kidnapper à votre vie pendant 1h30 et de vous relâcher après sur le trottoir d'Aix-en-Provence, mais j'essaye de me dire, est-ce qu'ils vont s'attendre à ça, comment est-ce que je vais pouvoir déjouer leur attente, comment je vais pouvoir les surprendre, tout ça. C'est comme quand tu racontes une histoire à un copain ou un enfant et que tu essaies de le captiver, quoi. Donc ça j'aime bien. Ok, merci. Et puis, pardon, un des trucs que je préfère faire quand je mets en scène, je dirige pas les acteurs, parce que diriger les acteurs, ça veut pas dire grand-chose, mais je les regarde, vraiment, parce que j'adore regarder les acteurs jouer, et de temps en temps, je dis, tu peux pas aller sur ce chemin, plutôt que ce chemin, à mon avis, tu auras un meilleur coup à jouer pour toi. Ça, c'est ce que je préfère faire, c'est travailler avec les acteurs. Certains critiques ont parlé de comédie à l'italienne. Est-ce que ça te va, ce qualificatif? Ça va si je m'assieds ou pas? Oui, non, ça me va très bien, parce que les Italiens, disons Monicelli ou Dino Risi ou la Tuada ou même Fellini. Fellini c'est trop grand, on peut même pas en parler, mais et surtout les acteurs aussi italiens, que ce soit Manfredi, Gassman ou Edoardo Di Filippo, ils travaillent sur un registre tragicomique tout le temps. C'est-à-dire on passe d'une scène burlesque avec vraiment la lâcheté d'un personnage complètement assumé par l'acteur, lâche, veule, hypocrite et tout ça, vraiment qu'on trouve quasiment pathétique. Et la scène suivante, on pleure avec lui. Et ça, c'est... On pleure parce qu'ils sont tellement tragiques tout d'un coup. Et cette chose-là, de mélange, je trouve que les Italiens, ils l'ont fait vraiment avec génie, quoi. Avec grande virtuosité, qui est à mon avis une chose qui appartient à leur pays aussi. Qu'ils sont d'une grande expressivité, ils ont pas peur du ridicule, les Italiens. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'avais dit ça, que c'était dérision et passion, les deux maîtres mots des Italiens, mais c'est un peu vrai. Même dans la vie, même des gens qui sont pas forcément acteurs, ils sont, je sais pas, ou c'est la commedia dell'arte qui les a inspirés, ou qui les a... Ils ont cette manière de naviguer entre ces deux choses-là, qui est le burlesque et le tragique, tout le temps. Une qui est géniale là, dans ce registre-là, c'est Noémie Merlan, qu'on a reçue plusieurs fois ici, et là, on la découvre très drôle. Ah oui, pour rigoler, j'ai dit elle a décompressé de tous les rôles dramatiques qu'elle a fait avant. C'est ce qui est, à mon avis, vrai. C'est-à-dire que j'essayais d'échafauder des théories en disant avec Noémie, on a découvert ensemble qu'elle avait une espèce de... En fait, la vérité, c'est, je crois qu'elle avait fait tellement de trucs, elle avait joué un transgenre, après elle avait fait le film de Céline Sciamma, c'était austère, elle était incroyablement forte dedans ça, et tout d'un coup, je lui ai dit, allez, pousse, tu peux monter plus fort, tu peux jouer beaucoup plus fort. C'est pas du tout, ne me donne pas un jeu réaliste. Ne me donne pas un jeu réaliste parce que je savais, comme spectateur et aussi comme amateur d'acteur, que le burlesque, enfin des fois il m'émeut beaucoup plus que le naturalisme. Donc je disais, cette scène-là par exemple, c'est pas la scène dont je suis le plus fier dans le film. Mais la scène où je suis caché dans la voiture, avec le chien, elle qui fait comme ça, ah oui, qui se retourne et tout ça. Bon là, je dis à Noémie, cette scène a été difficile à faire parce que d'abord, on l'a fait une première fois, c'était pas drôle, et en fait, ma scène était mal écrite. Est-ce que j'ai appelé Tanguy? Je ne sais plus. J'étais à Lyon, et je disais, elle est mauvaise. Et j'ai compris pourquoi, j'ai compris pourquoi c'était pas très drôle. Donc j'ai tout réécrit, et j'ai dit à Noémie, excuse-moi, hier je te poussais, en fait c'est ma scène qui était mal structurée, refaisons-le. Elle m'a dit, donc elle a commencé à jouer, et là elle m'a dit, mais attends, c'est ridicule comment je joue là. Et je dis, non, Jacqueline Maillan. Donc tu prends Jacqueline Maillan, tu y crois Jacqueline Maillan, mais tu vois bien son niveau d'expressivité. Donc tu peux y aller très très fort. On aurait une autre manière de la jouer cette scène, mais c'est pas une scène très intéressante. C'est un mec qui se cache et qui est dévoilé parce que sa complice est trop maladroite. En gros,
Et je lui ai dit, on a deux manières de l'aborder, soit naturaliste, soit clownesque et boulevard, quoi. Donc vas-y. Et ce jour-là, elle a dit, bon, j'ai le droit de jouer comme ça, d'accord. Donc j'ai le droit. Donc elle a fait tout le film comme ça, elle montait dans les aigus. Même là, le truc au braquage, là, quand j'ai regardé tout à l'heure à Marseille, la fin du film, quand elle se m'a hurlé, même moi, acteur, j'étais surpris quand elle faisait comme ça. C'est parce que j'ai baissé avec tous ces mecs que t'es comme ça. Je regardais, ça me gênait un peu aussi, mais c'est très beau parce que quand un acteur tout d'un coup découvre qu'il est capable de faire un genre, ou disons un genre d'un type de jeu qu'il n'avait jamais fait et qu'il sait vachement bien le faire, c'était très beau à voir. Elle est très drôle dans la vie en plus. Dans la vie, oui, mais elle est moins extravertie quand même. Là, elle est comme oh my god quand elle fait jamais des trucs comme ça. Des fois, c'est difficile de les faire parler, hein, mais là, il y va volontiers. Donc. Je parle trop, c'est ça? Non, pas du tout. Merci d'abord. À propos du genre, moi, vous m'avez réconcilié avec un truc. Je déteste dans les films les scènes de suspense. Je veux dire que, en fait, j'adore ça, mais je tiens jamais. Même chez moi à la télé, je m'en vais. Au cinéma, en général, je sors à ce moment-là parce que c'est insupportable. Et là, il y a une scène. Je voulais juste vous dire que j'adore absolument. Je sais pas qui est cet acteur. C'est le restaurant avec le chauffeur. Le chauffeur du camion. Le chauffeur. Et c'est complètement fou parce que j'écoutais ce que vous disiez sur quelque chose qui était, je sais pas, on aurait dit que le burlesque il était esquissé, que le suspense il était esquissé et qu'on devait faire le reste dans notre tête. Ouais. Et il y a un moment fabuleux, c'est que quand il va aux toilettes, vous laissez en flou derrière le chauffeur. Ouais. Il fait même des signes et j'ai pensé à Cyrano d'un coup. Parce qu'il était en train de se faire, et je me demandais si ça vous avait effleuré, mais sur cette scène-là entière du resto, j'ai vu je sais pas combien de films défiler dans ma tête sans que jamais vous surligniez la référence. Voilà. Alors, autant l'autre, j'en suis pas très fier, autant celle-là, je suis très très fier de cette scène. Vous pouvez, hein. Même moi, j'en suis fier. Pourtant, j'ai rien fait. Mais vous en êtes fier. Parce que vous êtes français. C'est ça. Non, mais c'est vrai que j'en suis fier au sens de, on l'a bien, avec Naïla, beaucoup. On l'a vraiment travaillé au scénario, parce que je voulais, si vous voulez, mélanger le film de braquage, qui serait un peu ironique de temps en temps, qui citerait le film de braquage en gardant, quand même, c'était des pieds nickelés, mais qui le faisait quand même vraiment par amour, ce braquage de caviar, et que c'était pas une fausse raison, qu'il ne le faisait pas juste pour s'enrichir. Donc il y avait quelque chose qui déjà marchait sur deux pieds. Et ensuite, il fallait que je le marie avec un truc français. Et tout d'un coup, quand on a trouvé qu'on allait faire le jeu amoureux et que même eux, ils allaient se faire piéger par leur propre piège qui tendait à quelqu'un d'autre, alors tout d'un coup, j'étais assez content. Enfin, j'ai mis vraiment du temps, parce qu'en fait, la vérité, c'est que la veille du tournage, j'ai demandé à Yanis Kebab, qui est un acteur génial, le chauffeur de camion, il a jamais joué au cinéma, il fait du stand-up, je l'ai rencontré à Lyon, il est vraiment génial. J'ai demandé à Yanis, et Dieu sait que je les ai vraiment dérangés, et à Noémie, j'ai dit, on la répète cette scène. Alors je la répétais, je la filmais avec mon assistant qui filmait le truc. Je regardais le soir, je dis mais qu'est-ce qui va pas, c'est chiant. Parce qu'en fait, il fallait que je dose le moment où elle s'adresse à lui. Enfin, bref. Mais jusqu'à la veille, pour le coup, j'ai appelé Tanguy, j'ai appelé Naïla. J'ai dit putain, j'ai 2 versions Tanguy. Putain, je ne sais plus laquelle choisir, j'étais perdu. Je prenais mes 2 versions de scène, je regardais mes 2 versions que j'avais fait jouer par les trucs. Et à un moment donné, je crois la veille, à minuit et demi, 1h, même la productrice, parce que les producteurs, ils sont bien, enfin, écoute, Louis, je ne sais pas, t'as 2 versions, fais celle qui te chante. J'ai dit, on fait celle-là. Ok, j'ai décidé, on fait aussi un script chez l'opérateur. C'est vrai que des fois, je suis vraiment très indécis, mais j'aime bien faire participer tout le monde à mon indécision. Et j'ai dit, choisis celle-là. Et en fait, on a commencé la séquence. Et ce qui était drôle, c'est que jusqu'au pointeur, celui qui fait le point, vous avez vu les changements de point? Donc, il fallait que je dirige le pointeur, qui s'appelle Cyril, qui est un jeune homme, il n'a pas 40 ans d'expérience. J'en disais à ce moment-là, parce que moi, je pouvais pas voir ce que je faisais, enfin, ce qu'il faisait lui. Je pouvais pas voir le chauffeur non plus. Donc, en fait, une espèce d'état où je me disais, putain, l'équilibre, il est tellement précaire. Son changement de point, honnêtement, il est vraiment magnifique. Le moment où on s'assied et tout d'un coup, paf, il regarde et on le voit au loin, le mec, le chauffeur qui commence à les regarder. Bah, tout ça me plaît. Et ce qui était beau, c'est que tout d'un coup, Noémie et Yanis ont transcendé la scène. C'est-à-dire, Noémie, honnêtement, j'étais aimé sur les fesses. Tellement j'ai dit, mais comment est-ce qu'elle joue ce truc? C'est tout ce que je lui avais raconté sur Marivaux, sur l'idée que un vrai sentiment peut venir d'une imitation d'un sentiment. Moi, j'ai joué Les fausses confidences de Marivaux et c'est ça
une des règles du marivaudage, c'est pas l'amant dans le placard. C'est que le marivaudage, c'est qu'on peut manipuler quelqu'un au point de faire naître chez lui un sentiment amoureux. Donc ça, c'était... Je me disais, voilà, ça c'est le mariage que je veux faire entre le film de braquage et le marivaudage, on pourrait dire. Et quand tout d'un coup, j'ai vu les deux acteurs qui ont... Je les voyais, l'autre, il faisait... Yanis Kebab, quand il regardait en gros plan, qui se mettait à regarder, et je pouvais même plus, je pleurais de rire pour un truc qui est... C'est pas un truc de comédie incroyable, mais il était tellement juste, c'est tellement dur d'écouter des gens et de faire semblant que personne nous regarde pendant qu'on écoute, vous voyez. Et Noémie, elle a fait 7 prises, virtuose, 2 minutes 30, la plus difficile après, c'était quand il a fallu mettre moi mon plan. Parce que le metteur en scène, il était heureux comme un pape de voir 2 acteurs qui tout d'un coup étaient géniaux. L'acteur, j'ai pris une frousse de fou, parce que je me dis, mais moi je ne sais même pas si je vais arriver à être à leur niveau, là, les deux, ils ont été très bons. Et c'est vrai que dans les toilettes, après ça c'était... Non, je suis vraiment content, j'aime vraiment bien cette scène, parce que... Non mais je sais plus très... On la regarde, mais c'est pas... C'est vraiment du fait de tout le monde, on sait plus, mais tout d'un coup on se prend de pitié même pour ce pauvre chauffeur, et en même temps on se dit, bah non, il a raison, il les regarde, ils ont l'air super vrais, tout ça. J'aime bien comment elle est instable, quoi. Bravo, tout ça. J'avais une question parce que vous parliez du fait de changer de type de film et de registre pour les autres, notamment pour Noémie Merlan. Je voulais savoir comment ça se passe pour vous, en tant qu'acteur aussi, mais surtout en tant que réalisateur. Comment ça se passe, vos choix pourquoi faire... Qu'est-ce qui vous motive pour faire plutôt une comédie qu'un drame, plutôt un film à suspense qu'autre chose? Comment ça se passe, ces choix-là de type? Non, mais en fait, ça c'est après que je peux faire semblant d'avoir tout bien organisé, mais en fait, c'est au début, je savais qu'il y avait un bout de polar, qu'il y avait un bout de comédie sentimentale, de comédie romantique. Ça, c'est comme des désirs, et puis c'est aussi la promesse me disait que ça ferait pour les spectateurs un film qui serait pas monotone. Voilà, il faut être très très fort pour faire des films monotones qui soient vraiment rigoureux. Et je me sens pas du tout comme ça. J'aime bien passer d'un genre à l'autre et parce que c'est aussi une manière pour moi de vous divertir et de vous surprendre. Ça c'est peut-être les leçons que j'ai apprises parce que j'ai travaillé avec un scénographe, je suis fatigué, pardon, un scénariste qui s'appelle Jean-Claude Carrière, qui lui n'était obsédé que par une chose, qui était de dire une scène ne m'intéresse que dans la mesure où elle n'a pas été appréhendée par le spectateur, où il n'a pas deviné avant. Donc j'aime bien moi ça passer d'un segment de chronique familiale, d'un segment de comédie romantique, d'un segment de filature, d'un segment, et aussi parce que ça correspondait. Je le voulais comme une chanson de variété, le film. Je voulais qu'il soit un film de variété. Donc un film de variété, c'est un film très premier degré, qui est un peu, comme on pourrait dire, qui a sentimentalement, auquel on a vraiment envie de s'identifier. Comme les chansons Herbert Léonard, on galère, on a beau être snob et tout ça, pour le plaisir, on a envie d'y aller. On garde la distance, on se dit quand même, Herbert Léonard, il est là à fond, mais il y a un truc charmant, quoi. Il y a un truc de séduction totale. Je voulais que le film, il ait ça, tu vois, Et après, non, ça vient aussi comme je sais pas, c'est pulsionnel aussi de faire un film. Tu te dis, j'aimerais bien voir une femme qui nage parmi les requins, je sais pas, tu vois. J'ai envie de voir des pistolets, des trucs comme ça. Bonsoir. Et puis, non, ce que j'ai dit, pardon, après j'arrête de parler. Non, si tu veux, il y a un moment où j'avais envie que le film, ça soit un film d'évasion. C'est-à-dire que ça soit pas qu'il y ait quand même une petite aventure extraordinaire, qui soit vraiment comme un film, un film qui fasse évader un peu pendant 1h30, quoi. Avec l'idée que ça commence dans l'ordinaire. Oui, elle se marie en prison, il n'y a pas non plus de quoi révolutionner l'algèbre. Et puis tout d'un coup, ça s'accélère à la fin. Alors, tu vois, moi, je cherche ça tout le temps. Je mets en place plein de trucs, et à la fin, je dis, ils vont vivre tout d'un coup une expérience où ça va aller plus vite. Puis ils vont avoir des sentiments plus vite, leur cœur va battre plus vite tout d'un coup au milieu d'un braquage. Oui, donc bonsoir. Merci pour ce film. Ça y est. Ici, je suis. Donc moi j'ai deux questions qui tournent autour du jeu d'acteur. Bon, la première question elle est bateau, mais c'est vrai qu'elle m'interpelle toujours d'être à la fois acteur et réalisateur. Bon, vous avez fait 2-3 allusions déjà dans les commentaires, mais
Mais donc il y a des prises de vue, et puis vous venez voir derrière, vous dites je suis bon, je suis pas bon. Enfin bon, réellement c'est une vraie question. Ouais. Et dans le film aussi, il y a donc la mère qui est prof de théâtre dans la prison, et puis c'est, j'oublie son prénom, Rochdi. Ah, Michel. Oui, qui donne une leçon de théâtre à vous-même, qui en plus vous forcez à être mauvais acteur. Donc est-ce que c'est une coquetterie, ou au contraire, est-ce que faire le mauvais acteur, c'est ce qu'il y a de plus difficile? Voilà, enfin. D'accord. Le premier truc, attendez, c'était... C'est d'être à la fois réalisateur. Alors c'est pratique par contre, parce qu'il n'y a qu'une personne, donc on peut poser la question. On n'est pas obligé de se dire, tiens, est-ce que je pose une question à l'acteur, au réalisateur, ou aux deux, etc. Ah oui. Non, mais parce qu'en fait, moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Anaïs Sergent, qui est script, en fait, avec qui j'ai déjà travaillé avec elle plusieurs fois. Donc moi, pour les autres acteurs, je me fais confiance à moi, je lui demande, elle, dans ce qu'elle en pense. Même quand elle aime pas, je dis non, c'est moi qui décide, c'est moi, je l'aime, je sais qu'il est meilleur. Il est très bon là. Et quand il s'agit de moi, par contre, j'ai plus la main. Donc c'est Anaïs Sergent, la script, qui a la main. Elle devient la chef de ton prise, enfin la chef, je sais pas, je dis ça pour rigoler. Et aussi le chef opérateur. Et donc quand je finis une prise, je vais la voir. Et je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que t'as pensé? Elle m'a dit, c'était très bien, ça veut dire que c'était à chier. Et donc du coup, j'en refais une, et quand je reviens et qu'elle me dit rien, elle me dit, c'est bon, on peut passer à autre chose du coup. Et c'est pour elle que je joue. J'aurais du mal à jouer pour moi. Vous voyez, je me regarde pas trop, parce qu'assez rapidement, je m'agace. Donc dès que je la vois, elle, contente, on se dit, tiens, ce morceau-là, on peut l'intégrer dans le film, ça va. Et après, le jeu des acteurs. Ah oui, déjà. Dans le film, ça c'était pareil, c'est pour m'éloigner d'une mode du cinéma peut-être très répandue qui est le naturalisme, qui est d'entretenir une confusion entre les personnages qu'on filme, enfin les acteurs qu'on filme, mais en fait c'est peut-être aussi leur vraie histoire. J'aimais bien l'idée de vous dire, vous le savez, je disais, Anouk, Noémie Merlan, on est tous des acteurs. On va faire comme si on n'en était pas. Mais pour corser le tout, on va faire comme si ces personnages qui ne sont pas des acteurs, ils vont faire semblant de devoir jouer. Et au bout d'un moment donné, même vous, c'est ça que j'aime bien avec le cinéma, vous allez y croire. Et donc c'est comme une hypnose que vous maîtrisez un peu, vous voyez, j'ai pas le côté 3D Avatar. C'est-à-dire que c'est une convention sur une convention sur une convention, et même à ce jeu-là, à un moment donné, ça va vous émouvoir ou vous faire rigoler, vous allez y croire, quoi. Ce truc de dire on va croire un truc artificiel. Et de cette artificialité, on pourrait de temps en temps avoir des émotions. J'aime bien ça. Le côté, je vous ai pas arnaqué. Je vous ai donné des règles du jeu. Je vous ai dit, ok, allez, on les accepte. Et dans ces règles du jeu, vous avez pris du plaisir. Je sais pas, j'aime bien ça. Merci. Le seul bémol, c'est Herbert Léonard, mais j'étais traumatisé. Traumatisé par la maman? Par Herbert Léonard. À lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Non, par cette chanson-là. Par cette chanson, ok, je comprends. Madame? Bonsoir et merci pour le film parce que c'est un très bon moment. Ma question, c'est le choix des acteurs. Est-ce que vous l'aviez déjà en tête quand vous avez vu le scénario avec ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? Et question subsidiaire, Roche disait, bon, on l'a vu avant-hier dans un film qui est à l'affiche actuellement, qui est excellent aussi. Les enfants des autres. Voilà, où il porte un nom qui correspond à son physique. Là, il s'appelle comment dans le film? Abdel? Ali quelque chose. Mais un nom à consonance maghrébine. J'ai absolument rien contre, attention, il n'y a rien. Et là, il a un nom bien français. Est-ce que c'est un choix ou c'est comme ça J'ai même, la vérité, j'y ai même pas pensé. Je l'ai appelé Michel, encore une fois, ouais. Non, j'ai même pas pensé. Il s'appelait Michel depuis le début, Rochdi est venu le jouer, j'allais pas le changer. De l'avoir vu à 2 jours d'intervalle. À 2 jours d'intervalle dans le film de Rebecca. Ouais, non, j'y ai pas pensé. Ouais. Et les autres acteurs, donc Et les autres acteurs... comment je les ai... Non, c'est quand... En fait, pour la distribution, je mets beaucoup des gens l'un à côté de l'autre. Parce qu'en fait, on choisit, je trouve qu'on ne doit pas choisir des gens indépendamment les uns des autres. Parce que, surtout pour ce film, peut-être pour Seul au monde avec Tom Hanks, c'était tout seul. Là, tout d'un coup, j'ai dit à Rochdi, je lui ai dit, écoute, Rochdi, je t'adore, je t'admire, t'es génial et tout, j'ai super peur de pas trouver de couple. En fait, je savais que c'était le couple que je cherchais. Et un jour, il m'a dit, ok, pas de problème, je lui ai dit, est-ce que ça te va si on appelle les actrices, qu'on leur demande si elles sont d'accord de se mettre à côté de toi, de faire un bout de scène.
Et puis tout d'un coup, Anouk est arrivée. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est arrivée dans le bureau. Elle était toute petite, lui très grand. Et tout d'un coup, sexuellement très probable, j'ai toujours ça entre eux, parce que ça c'était le projet de départ, c'était de faire cette femme d'une 60aine d'années qui allait se marier. Il fallait que ça soit pas un amour platonique, même si elle se mariait vierge. Bah vierge aussi, en prison ils n'avaient pas couché ensemble. J'y ai pensé tout à l'heure à Marseille. Ça. Et en fait, tout d'un coup, les deux, je les ai trouvés très émouvants. Leur couple était émouvant. Et Noémie et moi, c'est aussi pareil. C'est de temps en temps, je peux pas vous dire parce que c'est moi quand même, mais je vois que de temps en temps, on est un peu touchants tous les deux. C'est les deux qui font que ça, c'est ce qui se rajoute après l'écriture du scénario. Ça, c'est la deuxième couche narrative. C'est ce que les acteurs ensemble, ils se racontent entre eux, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Bonsoir et bravo déjà. Je voulais vous demander si c'était pas trop compliqué de diriger un acteur confirmé comme Roche Dizem pour un entre guillemets jeune réalisateur comme vous. Non, parce qu'en fait lui il a tellement d'expérience et de décontraction, un peu à la Mastroianni. C'est-à-dire on lui demande quelque chose, il dit ouais, et il le fait. Donc c'était plutôt et il le fait très très bien. Donc en fait j'avais très peu de choses à lui dire. Alors je dis, c'était très vite au début. J'ai dit moustache. Il m'a dit ok. J'ai dit cuir, veste et peut-être Santiago. Il m'a dit ok. Il l'a fait tout seul après parce qu'en fait il savait mieux que moi même au bout d'un moment donné pourquoi. En fait il l'aimait plus encore. Je pense que moi j'aimais Michel. Quand un acteur, c'est pour ça qu'au moment donné où j'écrivais avec Tanguy, je disais et avec Naïla, les personnages doivent exister en dehors des acteurs. Parce que je voulais qu'il y ait une petite performance d'acteur quand même, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que c'était pas eux que je filmais, c'était eux qui allaient aider des personnages, ou en tout cas prêter leur tête, je sais pas quoi. Il fallait vraiment qu'ils existent dans leur tête, à tel point que sur le tournage, je disais, ah, qu'est-ce que je l'aime, cette Clémence. Pareil, Michel ou même Sylvie, je les voyais, quoi. On les voyait, c'était vraiment très beau. Et du coup, non, c'est pas très intimidant. C'est plus intimidant de dire ce que c'est. Et je suis sûr que tu l'as remarqué dans le film. Le complice de Michel, lui, c'est pas un acteur. Lui, il a fait, c'est pas du tout un secret, il a fait 15 ans de prison, 10 ans de cavale, il s'est échappé d'une prison à Lyon, tout ça. Et en fait, je l'avais vu au début avec Tanguy, parce qu'on cherchait des conseils techniques sur des histoires de braquage et tout ça. Mais c'est vrai, je me demandais comment ça se passe, les règles à l'intérieur du milieu, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de comment le milieu a évolué, tout ça, ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, et c'est lui l'acteur. C'est lui l'acteur qui va jouer le complice de Michel. Il est tellement charismatique. Et en plus, devant moi, il joue tellement des rôles. Il joue 15 rôles parce qu'il s'attend à ce que j'attende de lui. Même à table, comme ça. C'est un mec qui a fait vraiment des gros coups, quoi. Donc il joue des rôles. Donc je lui ai demandé gentiment s'il voulait jouer dans le film. Ça a été une odyssée. Ça mettrait 1 heure pour raconter qu'il accepte. Et donc après sur le tournage, ça c'est plus difficile parce que comme il est amateur, la théorie c'est que les acteurs amateurs, pendant ils jouent, c'est vraiment très maladroit. Et en vrai ça va pas, ça se marie pas avec les acteurs professionnels. Et puis tout d'un coup ils font une prise. Et là, ils atteignent, et là, c'est l'expressivité de Michel Simon, quoi. Vous avez bien vu, quand il dit même le chien, il est accru, tout d'un coup, on est là, genre, incroyable. Et pourtant, la réplique, elle est écrite. Donc, c'était difficile avec lui de trouver, et surtout pour cette scène-là, où elle durait 7-8 minutes. Il y avait Rochdy, il y avait Noémie, il y avait moi, et il y avait lui, il y avait le chien, en plus, qui était là. Elle était difficile, la scène, elle était écrite, elle n'était pas improvisée trop. Et donc, elle était très structurée. Je lui demande de répéter pour dire, c'est à ce moment-là que tu dis ta réplique. Si tu dis ta réplique avant, tu vas flinguer Rochdy, donc il faut qu'on soit coordonnés. Et à un moment donné, à une prise, ça durait tellement longtemps que là, je l'ai vu, il est monté vraiment très haut. Et la fin de la prise, elle est montée, sauf que là, j'ai vraiment eu peur. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, il a oublié qu'on est en train de tourner un film. Il m'a pris par le col. Et il m'a dit, tu lui dis, si tu m'as trompé, salope. Et tout d'un coup, vous avez bien vu comment je rigole de manière un peu lâche. Parce que là, s'il n'y avait plus de film, il va m'en mettre une et ça va me faire mal. Et donc ça, c'était plus délicat d'être avec au milieu d'acteurs professionnels, d'avoir un acteur qui a un rôle très précis dans le film, quoi, qui doit être là, tu sais, qui en plus va finir traître. Donc je savais que je pouvais pas le couper, donc ça c'est plus difficile. Mais alors je dis, c'est Xavier Beauvois que je connais très bien. Il m'a dit,
C'est lui, mec, qui m'a dit, mais c'est un Stradivarius. Moi, je dis, appelle-le tout de suite, c'est assez joli cette idée de Stradivarius. Et c'est vrai. Merci. On vous l'a tous dit, non, quand il me prend par le col et que je fais hey! Comme ça, non? Vous êtes dit ça, il sort un peu de son personnage, là, non? Mais c'est un peu typique, c'est marrant. Bonsoir. Alors moi j'ai une question sur le titre. Est-ce que c'est bien sûr un clin d'œil à la comédie italienne, le titre? Bah, c'est le film qui est innocent, au sens pas propre, quoi, au sens figuré. Il a un truc naïf, le film, que j'aime bien, du premier degré sentimental. Et après, le titre se balade un peu au gré des interprétations. C'est-à-dire l'innocence, c'est à la fois le personnage d'Abel qui a son ex-femme qui est morte, et dont il n'est pas responsable et dont il s'accuse. Michel, il est innocent d'une certaine manière parce que il commet un crime, mais bon, les raisons sont nobles, ça va, c'est par amour, c'est pour faire plaisir à une femme, donc ouais, je m'amuse avec cette histoire de titre. Et puis il y a un truc d'appel au crime, innocence. Je sais pas, c'était pas mal pour un film qui est aussi un petit bout de polar, quoi. Qu'a pensé votre maman? Ah, en vrai, ma mère, le film il a été projeté à Cannes lors de la soirée anniversaire du festival. Et en fait, moi j'avais dit ok, soirée du festival. Moi je pensais à la salle, surtout comme c'est la salle Lumière, il y a 2000 personnes, c'est énorme. Moi j'étais déjà allé j'avais jamais eu un film que j'avais mis en scène dans cette grande salle. J'ai dit ok, avec plaisir, ça me foutait le trac. Puis j'avais mal saisi en fait le terme du mot anniversaire. Parce que tout d'un coup Thierry Frémaux s'est levé avec une page blanche et il a commencé à appeler sur scène plein de gens, genre David Cronenberg, le frère Dardenne, Claude Lelouch, tous les gens qui avaient eu des palmes. Et on y va, des acteurs américains, Guillermo del Toro, tout le monde sur la scène, et on était, je sais pas, ils étaient 100. Et tout d'un coup, je me dis, ah putain, attends, ils vont se rasseoir, ils vont regarder le film après, mais c'est un cauchemar. Et là, il était avec sa petite feuille, lui, comme à l'école, Thierry. Allez, vas-y, Guillermo, viens, tout ça. Après, il dit, Louis, viens aussi sur scène, et tout ça. Donc, on était tous sur la scène. Donc, là, Guillermo del Toro, Gaël Garcia Bernal, ils font une chanson mexicaine très sympathique. Et il dit, bah voilà, c'était la photo de l'anniversaire du Festival de Cannes. Et maintenant, on va regarder le film de Louis Garrel, et tout ça. J'étais là, putain, la vache. Donc, il m'a tiré sur la scène. Il m'a donné le micro. Allez, dis-nous un petit mot avant ta projection, allez. Donc, je sais plus ce que j'ai bredouillé. Je me suis assis, je me suis dit, si je fais un bide, c'est le bide international. C'est-à-dire, il y en a partout. Il y a un metteur en scène mexicain, un metteur en scène italien, un belge, un truc, ils vont tous te dire, hey, on emmerde, ta totale. Déjà, le mot qui s'est passé tout autour du globe, je me suis rassis, je me suis dit, mais c'est comme un cauchemar. Et tout d'un coup, j'ai dit, ah putain, et en plus, il y a ma mère derrière moi. Et il y avait ma mère qui voyait le film pour la première fois, donc c'était un triple, voilà. Donc elle était contente, mais je pense qu'elle était soulagée. Parce qu'elle s'est dit, comme les gens rient et tout ça. Après, je pense qu'elle s'est dit qu'elle a réagi bien. Elle va revoir le film, elle a prévu de le revoir demain. On fait une projection à Paris. Ah bah, merci beaucoup. Bonsoir Louis, merci pour le film. Comme on l'a beaucoup évoqué ce soir, il y a beaucoup d'allusions à beaucoup de genres. La comédie italienne avec certains caractères. Je pense peut-être à La boutique de fleurs qui évoque Denis. Et je voulais savoir si à un moment, tout le monde avait oublié ces allusions à ces époques du cinéma, et c'est ce qui aurait fait la fraîcheur du film. Ah oui, j'en parlais pas du tout. Ça, quand je parlais par exemple, les acteurs, je leur en parlais pas du tout, des influences, de la boutique, qui pourrait effectivement, tu as raison, elle est déréalisée un peu, la boutique. Jacques Demy, il avait l'habitude de déréaliser dans tout comme dans un conte. Mais ça, j'en parlais que avec mon équipe, quand on préparait. Et quand on tourne, on parle plus du tout. C'est pas comme si on disait, bon, alors cette scène-là, allez, comme dans un film Pas du tout. Non, on est complètement branché sur l'histoire et branché sur le sens qu'on est en train de raconter. Ah ouais, sinon on pourrait pas, t'as raison. Je comprends ta question, c'est des trucs de fétichistes. Vous voyez, c'est très bizarre, même le truc de Jacques Demy, c'est étrange, parce que c'est pour ça qu'on maîtrise pas toujours nos... En fait, dans un film des frères Safdie qui s'appelle Uncut Gems, que j'adore, que je vous conseille de voir si vous l'avez pas vu, sur Netflix, malheureusement c'est comme ça.
Enfin, malheureusement, mais il n'a pas été dans les salles, quoi, avant. Et du coup, il y a Adam Sandler qui joue un type qui vend des bijoux et qui est surendetté, qui ne fait que emprunter pour se réendetter. C'est très très drôle et en même temps très tragique. Il a sa femme, son ex-femme. C'est un film auquel je pensais beaucoup pendant tout le tournage, qui se passe à New York avec un feuge joaillier. Je voyais pas très bien comment mettre ça dans le film. Tu vois. Il y avait juste une couleur dans le magasin de bijoux, c'était rose pâle. Et quand j'ai dit à Jean Rabas, qui est mon décorateur, qui est un grand décorateur, je lui ai montré, je lui ai dit, tu vois qu'on fasse ce rose-là pour le magasin de fleurs. Il a dit, ouais, si tu veux, on essaye. En fait, quand on l'a fait et qu'on a rajouté les fleurs, j'ai dit, putain, c'est Jacques Demy, carrément. Donc, si tu veux, je suis passé de New York, downtown, avec les frères Sabdi, à Jacques Demy, à Lyon. Donc, c'est des hasards, en fait, un peu, les citations qu'on fait, de temps en temps, elles se transforment au fur et à mesure de la mise en pratique. Mais là où tu as raison, c'est que je parle pas du tout de ça avec les acteurs. Jamais. Justement, le seul truc que j'ai... Enfin non, c'était avec les acteurs, avec les équipes de cascadeurs. Comme j'avais jamais fait une cascade, elle est toute petite ma cascade, quand je fonce avec le mec qui passe par-dessus le pare-brise, j'étais des cascadeurs de Lyon et j'aurais montré 28 secondes, même pas 12 secondes, d'un film de Michael Mann qui s'appelle Hit, où il y avait le même genre de cascade et j'aurais voulu ça. En fait, ils m'ont dit, mais on a un problème, Louis, parce que ta casquette dans Hit, ils ont un fil, une grure, ils ont plus de moyens que toi t'as rien. Et donc, donc c'est le seul truc où j'ai vraiment montré un extrait de film, c'est celui-là, parce que j'ai copié la grammaire de l'accident, mais sans les moyens de tournage. Et en fait, c'était bien. Parce que on a dû inventer avec les cascadeurs de Lyon, avec l'opérateur, comment on va faire un truc pour que vous croyiez vraiment que Plaf, vous y avez cru ou pas quand il est passé au-dessus des yeux? Pas mal, hein? Ah, j'étais content. Ah bah ouais, parce que je n'avais jamais fait ce truc. C'est une nuit entière. On a mis une nuit entière parce que c'est le seul bout que j'ai montré à l'équipe de film, c'est Hit. Tu vois. Et Lyon, justement, pourquoi cette ville? Et Lyon, parce que j'ai un rapport plus naïf à Lyon et que que j'étais pas inhibé pour filmer tout ce que j'aimais à Lyon. Il y a plein de trucs que j'adore à Paris, mais si je me mettais à filmer, je sais pas, le quartier latin, je dis, c'est pas possible, on va faire le quartier latin, ça serait honteux, je sais pas. Alors qu'à Lyon, j'adore là où on a tourné, c'est le quartier Saint-Jean, qui est pour un Lyonnais, c'est le quartier plus touristique. Vraiment, il y a d'autres trucs à filmer à Lyon que le quartier Saint-Jean. Bah, moi, non, c'est le quartier Saint-Jean que je trouvais le plus expressif pour le film, et romanesque et cinégénique. Donc, et surtout qu'il fallait une ville plus petite que Paris, et que j'adore cette ville parce qu'elle est aussi traversée par des histoires d'architecture italienne, parfois. Il y a des endroits incroyables vous l'avez vu à un moment donné, on le voit pas assez bien, mais quand Rushdie est sur le quai, on voit les immeubles derrière. Vous avez vu les tons jaunes, orange, ça ressemble vraiment à l'Italie, ça. C'est des images un peu de Naples, enfin... Non, j'ai vraiment adoré cette ville. Et surtout, elle n'a pas été beaucoup filmée. Taverny, quand même. Ouais, d'accord. D'accord. On tient un film à Lyon, Tavernier. On peut pas en... même l'Armée des Ombres, c'est pas à Lyon. Où est-ce que c'est l'Armée des Ombres? Ozon dans quoi, non? Ah, grâce à Dieu. Ah oui, c'est vrai. Merci la réputation qu'il a fait à Lyon, super. Non, je veux dire, j'espère rehausser un peu le niveau. Non, il y en a un autre aussi, c'est Nicolas Pariser qui a fait le maire. Alice et le maire. J'ai fait aussi un peu. Non. Je sais que je pars, je suis une pipette. Non, là, je suis une pipette. Et j'aimais bien dans ma tête, quand je faisais le film, me dire si je donne envie aux gens d'aller à Lyon, quand même, j'aurais gagné un truc. Non, mais c'est aussi bête que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me disais. Je vois un film sur, je sais pas, New York ou Boston et tout, je disais, j'ai vachement envie d'aller à Boston. Je voulais pas dégoûter les gens de Lyon. Vous voyez? J'avais envie que les gens disent, ça a l'air tellement sympa à Lyon, c'est trop beau, les trucs. Il y a un petit côté touriste, mais c'est pas pour me déplaire, ça. Quand je vois un film, je sais que de temps en temps, je me dis, j'aimerais bien aller dans cette ville, ou dans ce café, ou dans cette rue, on a l'air de vivre bien des bons moments dans ces endroits-là. Vous voyez? Et j'avais ça chez Claude Sauter. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, j'étais chez je vous raconte des trucs super intimes. J'étais chez ma grand-mère, dans l'Aveyron, à Saint-Rome-de-Tarn. Alors que j'habitais Paris, je regardais Un cœur en hiver. Je me disais, putain, c'est trop bien. Il y a une rue extraordinaire avec Emmanuel Béard et Daniel Auteuil qui courent sous la pluie. Je me dis, mais la vie vaut beaucoup plus
ça vaut plus le coup dans les films de Sautet que dans la vraie vie. Donc je cherchais tout le temps et je ne sais toujours pas où est cette rue, je suis très content. Je me dis, elle existe, un jour je la trouverai. Ça se trouve, c'est l'affreuse rue du 15e arrondissement, là, vous savez. Enfin, bref. Je digresse. Mais donc j'avais envie de Lyon. Voilà, j'y étais allé en tournée avec Isabelle Huppert, on avait joué à Marivaux. Je sais pas, j'avais envie de cette ville, elle est bien. Elle est belle. Je voulais te faire une petite surprise, on le fait rarement, mais quand je vois que tu as 59 films à ton actif, j'ai pioché un peu dans ta filmographie et je te propose de commenter 8 de tes films, si tu veux bien. Ils vont s'afficher derrière toi. Si on regarde bien. Voilà. Donc, je suis vieux, on commence à le dire. Ouais, ça fait 20 ans. Donc j'en ai sélectionné 8, c'était dur à choisir, parce que on commence par Ceci est mon corps. Ouais, ça c'est le premier film que j'ai fait quand j'avais 17 ans, avec Jane Birkin. J'étais tout nu, apparemment. Mais j'étais très content parce que c'est très bizarre, il n'y a pas le nom de Mélanie Laurent, parce qu'il y avait Mélanie Laurent. Et Jane Birkin m'avait offert un portefeuille Hermès en me disant c'est le même que Serge. Donc, et après, elle m'avait dit deux trucs. Avec tous les petites anecdotes que je ne peux pas dire grand chose de plus. Je lui avais dit, putain, je dis Jane, toi regarde, j'ai un gros nez, putain, ça me fait chier d'avoir un gros nez. Elle me dit, tu es malade ou quoi? Pas du tout, les petits nez, ça qui te fait mal. Alors que les gros nez, regarde Serge, il avait le gros nez qui était bien vieilli. Regarde, Alain Delon, son petit nez, il a mal vieilli. Alors j'ai dit, d'accord. J'ai jamais oublié ce truc. Voilà, ça c'était Ceci est mon corps. Les Innocents, Bertolucci. Et ben ça, encore un peu tout nu. Hein. Encore un petit peu tout nu. Non, ça c'était le premier film où à la fin du tournage, carrément, je pleurais. Tellement j'avais aimé le tourner, j'avais trouvé ça incroyable de tourner avec... Enfin, d'avoir eu la chance, surtout, parce que je ne le connaissais pas très bien en vérité. Je connaissais Dernier Tango à Paris, mais je n'avais pas vu le 1900, je n'avais pas encore vu tout ça. Et c'est vrai que quand tout d'un coup, en vrai, je rêvais de faire un film sur mai 68 comme acteur, parce que j'en avais tellement entendu parler par le paternel, tous les copains, de trucs. Je disais époque bénie. Et donc, quand tout d'un coup, un casting sur un film qui se tourne en mai 68 fait par un Italien, donc j'étais tout content, et donc là c'était génial parce que c'était comme un rêve, quoi. D'ailleurs, la dernière phrase le dernier jour, Bernardo Bertolucci, au dernier plan, a dit The dream is over. Putain, carrément, je pleurais comme un fou parce que c'est vrai que ça avait été tellement génial de faire ce film. D'ailleurs, j'ai repensé à Bernardo quand Godard est mort parce que je me souviens de Bernardo, il était très ami avec Godard, et puis à un moment donné, ça s'est un peu arrêté. Je crois que c'est quand il a fait Le Dernier Empereur, parce que tout d'un coup, c'était un film peut-être un peu impérialiste dans la tête de Godard, je sais pas. De toute façon, Godard, il s'est fâché avec tout le monde. Et donc, à un moment donné, on était chez lui, et dans le film, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, Innocent, c'est Dreamer, c'est plus beau que Innocent, mais il avait mis des extraits de bande à part. Parce qu'on devait, dans bande à part, donc il y a un concours où les personnages qui sont Samy Frey, Anna Karina et la Boum. Claude Brasseur, merci. Ils font un ils courent et ils essayent de faire le trajet dans le Louvre le plus rapidement possible. Et dans le film de Bertolucci, Dreamers, les trois personnages essaient de battre le record de bande à part. Donc on nous voit courir dans le Louvre et en surimpression, enfin non, en montage, il y a le film de Godard. Il a dû demander à Godard l'autorisation. Et un jour, Bernardo, on est allé manger chez lui. Et il m'a dit, j'ai reçu un fax de Jean-Luc. Tu sais ce qu'il m'a répondu? J'ai dit, non, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il a dit, je lui ai demandé ses droits d'auteur, s'il voulait bien me les donner. Il m'a dit, il n'y a pas de droits d'auteur, il n'y a que des devoirs d'auteur. Je dit, putain, il est trop fort, Jean-Luc Godard. Mais il est tellement content de... Voilà. Après, attends, on va pas passer toute la nuit. Alors, Les Amants réguliers, ça, c'est le film de mon paternel, où il est venu. Voilà, c'est un très beau film que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était la version Fox par Bertolucci. Ça, c'est la version Fox, vous savez, la grosse entreprise américaine. Ça, c'est la version plus avec moins d'argent. À tel point que mon père est venu sur le tournage, parce que Bernardo et mon père s'étaient connus autrefois quand ils étaient plus jeunes. Et donc, tout d'un coup, Philippe est venu sur le tournage de Bertolucci. Je l'ai présenté au directeur de production et il a racheté des caisses de costumes
à bas coût. Et je dis là, attends, s'il te plaît, attends, tu me fous la honte sur le tournage. En fait, il a racheté les costumes. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que la veste que je porte, je crois bien, la veste que je porte dans Les Amants réguliers, c'est celle qui avait été faite sur mesure pour moi, pour le film de Bertolucci. Donc c'était marrant de faire un film fait par un Italien, qui est une version plus spectaculaire, plus... Ouais, et puis une autre version qui est plus poétique et existentielle sur ce que c'était que mai 68, ce qu'elle apporte. Les chansons d'amour, bah ça c'est le film de Christophe qu'on avait fait. Au début, il voulait pas me distribuer, il n'avait pas pensé à moi pour me distribuer. C'était après Dans Paris, j'avais bien aimé tourner avec Christophe. Je lui ai dit, mais tu vas faire une comédie musicale. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bah vas-y. Il me dit, mais tu sais pas chanter. Je lui ai dit, bah vas-y, fais-moi passer des essais. Du coup, j'ai poussé la chansonnette. Et du coup, il m'a dit, bon, bah vas-y, viens faire le film. Ça, c'était bien. Après, Saint-Laurent, ça, c'est avec le film avec Gaspard, le pauvre Gaspard qui est mort. Ça, c'est vraiment triste, quand, même en 10 ans, là, j'avais oublié qu'il était mort. Il est mort, bon. Horrible histoire qui nous a tous mis une espèce de... Pas tout le monde, j'imagine, à vous aussi. Il y avait un côté prince du cinéma, d'un coup, incroyable, puis boum, un truc complètement aberrant, quoi, absurde. Non, ça c'était Bertrand. Il y avait un baiser dans Saint-Laurent, ça c'était un bon souvenir. Où Bonello avait dit, bon voilà les gars, c'est Jacques de Bachère et Saint-Laurent, ils s'aiment quoi. C'est l'amant fatal, c'est Jacques de Bachère, il a fait tourner la tête à Saint-Laurent, il nous faut un beau baiser, allez-y quoi, on le fait une prise, ok. Et moi je faisais genre, bon ok, j'étais super content d'embrasser Gaspard Ulliel avec la langue, c'était super beau moi Gaspard. Donc j'y suis allé et c'était un super moment. En plus il fallait prendre des faux extasies, des faux acides pendant qu'on se roulait des pelles, donc c'était super. Après, Le Redoutable. Là, on retrouve Godard. Là, on retrouve Godard. Ouais, j'avais quand même hésité à le faire parce que je me disais, est-ce que ça va pas être... Mais bon, un truc un peu enfantin. Un truc enfantin, et surtout, il y a une période de la vie de Jean-Luc Godard qui, en fait, n'est pas non plus la plus célèbre, qui est le moment où il arrête, après La Chinoise, le cinéma dit industriel et qui se met à faire le groupe Dziga Vertov avec Jean-Pierre Gorin. Et je me disais, c'est bien que ça soit Zanavicius, qui soit pas non plus un espèce de fou de Godard ou de complètement à genoux, qui est une position qui peut être des fois aussi très désagréable. J'aime bien quelqu'un qui a un rapport normal et puis il a un sens de l'humour. Je me suis dit, c'est bien pour raconter cette histoire. Pour les jeunes gens de 15 ans, qui à un moment donné ils vont se dire, ah ouais, incroyable un mec, parce que c'était vraiment une espèce de grande star, Godard à 38, 39, et qui lâche tout. Il dit non, ça m'intéresse plus, maintenant je vais faire dans les facs, je sais pas, dans une faculté avec Gorin, à faire des films collectifs, quoi. Je trouvais que c'était bien de le faire comme ça. C'était un bon dialogue. Après, alors, putain, autre film, J'accuse, bah, ça c'était très honoré d'avoir fait ce personnage de Dreyfus, quoi, qui est comme avait dit Zola, là, c'était très beau, c'est un moment de la conscience humaine, donc j'avais fait ça avec le plus de rigueur possible. J'essayais je sais pas, je me disais, parce que j'avais quelqu'un sur le tournage qui était une petite fille d'Alfred Dreyfus, qui m'avait dit, vous savez, une arrière-petite-fille, je crois, et il me dit, vous savez, il a eu des petits-enfants de Dreyfus qui ont été déportés. Je me dis, oh putain la vache. Je me dis quand même, un peu flippant, donc voilà, j'avais beaucoup sur les épaules. Je me disais, le film à un moment donné, il sera montré dans les écoles. Je me sentais quand même investi d'une sorte de responsabilité. Ce qui arrive rarement quand on fait des rôles, là j'avais un peu une responsabilité historique. Et ça, c'est Les Amandiers, c'est le dernier film de Valéria, où elle raconte sa jeunesse dans l'école de Patrice Chéreau, qui a eu lieu dans les années 80, qui est une école mythique parce qu'elle avait à côté drogue, le génie démiurge Patrice Chéreau, qui avait décidé ça a duré 2 promotions, de mettre en scène des spectacles et aussi de monter une école d'acteurs. Tout le monde voulait, tout le monde voulait faire cette école et ils ont été très passionnés, très passionnants. Sauf pour Agnès Jaoui, j'ai entendu à la radio, elle a dit que ça avait été une très mauvaise expérience pour elle, son rapport avec Chéreau. Et tu joues Patrice Chéreau. Et je joue Patrice Chéreau. Et donc, moi, j'avais croisé Patrice Chéreau, qui était à la fois quelqu'un qui me fascinait pour les films. Catherine Lara, d'ailleurs, du film, ça vient de Ceux qui m'aiment prendront le train. C'est outre le fait que c'est une citation, enfin, que c'est une chanson que j'adore. Dans Ceux qui m'aiment prendront le train, il y a tout un petit moment de ballet avec Catherine Lara, avec Nuit Magique.
Et donc là, j'ai dit à Valéria, évidemment, je te le fais, Patrice Chéreau, mais je te fais pas une imitation ou un biopic, je te fais une impression de Patrice Chéreau. Parce que pour avoir regardé beaucoup ces séances de travail avec les acteurs, c'était ça qui me plaisait le plus, c'était la manière qu'il avait d'être comme un espèce de coach, quoi, d'acteur derrière, comme un truc de boxeur un peu, qu'il avait, pour donner cette espèce de fièvre aux acteurs. Et elle vient ici mardi 18 octobre. Donc ça sera prochainement en vente, dépêchez-vous, ça sera très vite plein je pense. Elle viendra avec une partie des acteurs, on ne sait pas encore lesquels, donc n'hésitez pas, venez, ça va être un beau moment. Une dernière question peut-être, avant qu'on lâche Lou. Bonsoir et merci du coup pour le film. Puisqu'on parle des Amandiers, j'avais juste une question. Je vous ai connu justement à travers le travail de Valéria, que j'adore. Et j'ai remarqué qu'elle vous faisait souvent jouer dans ses films et que vous, en fait, on la voit pas Je me demandais... Ça aurait été difficile qu'elle joue ma mère. À un moment donné, je sais qu'elle m'a dit, mais fais-moi passer des essais, j'ai dit, écoute... Il y a des congrès de psychanalyse, à mon avis, tout d'un coup, il pourrait s'en donner à cœur joie avec le film, pas possible. Parce qu'en fait, j'ai une histoire avec Valérie, parce qu'on a un enfant ensemble, donc j'ai jamais trouvé, mais je la trouve géniale comme actrice. Mais là, il faut trouver un rôle qui va, quoi. Oui, bien sûr, mais je me demandais juste, si c'était... Non, mais je vois bien s'il y avait une la menace, je le sens. Ton film sort le 12 octobre. Ah oui, le 12 octobre. Au Cézanne. Non, Renoir. Ah mince, c'est le Renoir, oh là là. Et le Cézanne, il est où? En bas du premier rabot. Ah oui, c'est là, non, parce que je l'ai vu tout à l'heure avec la lumière. Là. Non, mais ça sera ici. 18. Ça te plaît pas ici? Pourquoi c'est pas là-bas? Je comprends pas. Parce que là-bas, c'est un cinéma large, commercial. La violence des trucs. C'est commercial et ici c'est quoi? C'est pas commercial. Si, ça marche très bien. Ce qui fait plus que les films du Cézanne, tu vois. Ah bah voilà. Tu vas marcher très très bien ici, je te remercie. Ok, super. Bon, merci beaucoup.